Il a laissé tomber un dossier, et à l'intérieur, il y avait le contrat à son nom. À la fin de la séance, elle est sortie pâle. Il sait des choses que seul mon père savait. Elle pensait qu'il était fou, jusqu'à ce qu'il prédise le prénom de son fils. Il s'est révélé à la fin et a dit « J'ai payé tes études en secret ». Le soleil levant de Paris illuminait timidement les fenêtres miroitantes de l'immeuble Horizon Nouveau, siège du renommé Institut Esprit Saint, l'une des cliniques de santé mentale les plus prestigieuses du pays. Dr Hélène Dubois, 45 ans, cheveux châtains toujours attachés en un chignon discret et regard pénétrant qui semblait voir au-delà des mots, marchait dans les couloirs avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien son territoire. Diplômée avec mention de l'Université de Paris et titulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'Université catholique de Paris, Hélène avait construit sa carrière avec éthique et compétence, devenant une référence dans le traitement des troubles psychologiques complexes. Ce mardi matin, quelque chose semblait différent. Les employés échangèrent des regards nerveux et les chuchotements cessaient brusquement quand elle s'approchait. Hélène savait que quelque chose était inhabituel, mais préféra maintenir sa routine. Après avoir reçu 2 patients, elle reçut un appel de Marguerite, la secrétaire de direction. « Docteur Dubois, Docteur Lambert demande votre présence en salle de réunion. C'est urgent. » Docteur Lambert était le directeur administratif de l'Institut, un homme pragmatique qui intervenait rarement dans les questions cliniques. Hélène fronça les sourcils intriguée. « J'arrive », répondit-elle, rangeant rapidement ses notes. En entrant dans la salle de réunion, elle trouva non seulement Dr Lambert, mais aussi Dr Sylvie, coordinatrice de l'aile des patients à peine haut risque, et Dr Moreau, responsable de la sécurité de l'établissement. Tous 3 affichèrent des expressions graves et tendues. « Hélène, merci d'être venue si rapidement », commença Dr Lambert, lui faisant signe de s'asseoir. « Nous avons une situation délicate. » Dr Moreau s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes. « Nous avons reçu un nouveau patient hier soir, un cas extraordinairement complexe. » Dr Sylvie intervint, sa voix habituellement calme maintenant chargée d'appréhension. Le patient a un historique de comportement manipulateur et potentiellement déstabilisant. Il est déjà passé par 3 institutions différentes et aucune n'a réussi à établir un diagnostic concluant ou un traitement efficace. Hélène les observait attentivement, percevant que quelque chose de plus se cachait derrière cet appel. « Et vous voulez que je fasse l'évaluation initiale ?» demanda-t-elle directement. Les 3 échangèrent des regards et Dr Lambert finit par acquiescer. « Précisément, mais je dois être franc. Ce n'est pas un cas ordinaire. Le patient, qui s'identifie uniquement comme Richard, démontre une intelligence hors du commun et une capacité troublante à affecter les professionnels qui le prennent en charge. »« Affecter ?» questionna Hélène, haussant un sourcil. Le dernier psychiatre qu'il a reçu a demandé un congé de 2 semaines. Il a dit qu'il n'arrivait plus à distinguer qui analysait. « Qui ?» expliqua Dr Moreau, visiblement mal à l'aise. Hélène ressentit un mélange de curiosité professionnelle et de prudence. En 20 ans de carrière, elle avait affronté des cas difficiles, mais quelque chose dans le ton de cette conversation suggérait qu'ils étaient face à quelque chose de différent. « Je comprends votre préoccupation, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez choisi pour ce cas spécifique. Nous avons d'autres spécialistes en cas complexes. » Dr Lambert hésita avant de répondre. « Le patient vous a demandé, spécifiquement. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Hélène sentit un léger frisson parcourir son échine. Comment un patient nouvellement arrivé pouvait-il la connaître? « Il a mentionné mon nom ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Non seulement il l'a mentionné, il a cité votre article sur les schémas de manipulation dans les structures hiérarchiques, publié il y a 3 ans. Il a dit que vous seriez la seule capable de le comprendre. » Hélène se souvenait bien de cet article. Une analyse sur la façon dont les structures de pouvoir influencent les comportements manipulateurs dans les environnements institutionnels. Ce n'était pas un travail largement connu en dehors des cercles académiques. « C'est inhabituel, » admit-elle, réorganisant ses pensées. « Quand dois-je le rencontrer ?»« Cet après-midi, si possible, » répondit Dr Lambert. « Il est dans l'aile est, dans une salle d'évaluation adaptée, par précaution. » Hélène acquiesça, absorbant l'information. L'aile était réservée aux cas nécessitant des protocoles,
de sécurité spéciaux. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demanda-t-elle, pressentant qu'il n'avait pas tout dit. Dr Sylvie lui tendit un dossier mince. « Voici les rares informations que nous avons pu rassembler. Les autres institutions ont été évasives dans leur rapport, comme si elles préféraient oublier qu'il avait été là. » Hélène feuilleta rapidement le dossier. Notes fragmentées, observations. Contradictoires et absence notable de diagnostic concluant. Sur la dernière page, une observation attira son attention. Le patient démontre une connaissance détaillée en psychologie et neurosciences. Formation possible dans le domaine. « A-t-il une formation médicale ou psychologique ?» demanda Hélène. « Nous ne savons pas avec certitude, » répondit Dr Moreau. « Ses documents personnels semblent en ordre, mais il y a des lacunes dans son histoire que nous n'arrivons pas à combler. C'est comme si des parties de sa vie avaient été effacées. » Hélène ferma le dossier prenant sa décision. « Je le verrai à 14 heures. Préparez la salle avec caméra et enregistreur. Je veux tout enregistrer. »« C'est déjà prévu, » assura Dr Lambert. « Et Hélène, soyez prudente. Ce n'est pas seulement son esprit qui semble dangereux, c'est sa façon de vous faire remettre en question le vôtre. » En quittant la salle de réunion, Hélène sentit le poids de ce cas sur ses épaules. Au cours de ses années de pratique, elle avait appris que les étiquettes capturaient rarement la complexité humaine. Dangereux était un mot chargé de jugement et d'attente, mais quelque chose dans la façon dont tous parlaient de ce patient éveillait une inquiétude inhabituelle. De retour à son cabinet, Hélène annula ses consultations de l'après-midi et se consacra à revoir le maigre dossier sur Richard. Les informations étaient contradictoires et vagues. Dans un établissement, il avait été décrit comme coopératif mais évasif. Dans un autre, comme ouvertement hostile à toute tentative de diagnostic. La seule constante était la mention de son intelligence extraordinaire et sa capacité à analyser ses propres évaluateurs. Alors que l'horloge avançait vers 14 heures, Hélène se préparait non seulement professionnellement, mais aussi émotionnellement. Quelque chose lui disait que cette rencontre serait un tournant dans sa carrière. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'était à quel point ce mystérieux patient transformerait non seulement sa vision professionnelle, mais sa propre perception des limites entre santé mentale et folie, éthique et ambition. En fermant son carnet de notes, Hélène respira profondément. Elle regarda par la fenêtre de son cabinet, observant Paris dans son rythme frénétique, indifférente aux petits drames qui étaient sur le point de se dérouler dans ses murs aseptisés. Avec une détermination renouvelée, elle prit son dossier et se dirigea vers l'aile est où Richard l'attendait. En chemin, elle croisa l'infirmière Thérèse qui l'arrêta d'un léger toucher au bras. « Docteur Dubois » chuchota-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Soyez prudente avec celui-là. Il semble savoir des choses qu'il ne devrait pas savoir. » Hélène la remercia de l'avertissement avec un sourire rassurant et poursuivit son chemin. Plus elle entendait parler de Richard, plus elle était intriguée. Bientôt, elle serait face à face avec l'homme qui semblait avoir ébranlé les structures d'institutions entières. Et quelque chose en elle, un mélange d'intuition professionnelle et de curiosité personnelle, lui disait que rien ne serait comme avant après cette rencontre. L'aile et de l'Institut Esprit Saint était connue pour son silence oppressant. Contrairement aux autres zones, où conversation et son quotidien créaient une atmosphère plus accueillante, ici chaque pas résonnait comme une confession non sollicitée. Hélène s'arrêta devant la porte de la salle d'évaluation 5E, ajusta son badge et respira profondément. Derrière elle, Dr Moreau observait ses mouvements avec une appréhension visible. Les agents de sécurité sont positionnés discrètement dans le couloir, informa-t-il à voix basse. Au moindre signe de danger, il suffit d'appuyer sur le bouton sous la table. Hélène acquiesça, bien qu'elle considérât le protocole excessif. D'après son expérience, la violence était rarement le plus grand danger dans des cas comme celui-ci. Le véritable risque résidait dans les mots, les manipulations subtiles, les distorsions de la réalité que des patients hautement intelligents pouvaient créer. « Je serai bien », affirma-t-elle avec confiance. « N'oubliez pas que les caméras doivent rester allumées pendant toute la séance. » En entrant dans la salle, Hélène fut accueillie par un environnement étonnamment ordinaire. Elle s'attendait à une mise en scène intimidante.
peut-être avec des dispositifs de contention ou des barrières de protection. Au lieu de cela, elle trouva une salle d'évaluation standard, une table ronde, 2 chaises confortables, un éclairage naturel provenant d'une fenêtre haute et grillagée. Et assis calmement, les mains posées sur la table, se trouvait l'homme qui avait causé tant d'agitation. Richard ne correspondait pas à l'image mentale qu'Hélène s'était construite. Rien dans son apparence ne suggérait le danger ou l'instabilité. Paraissant avoir environ 50 ans, il possédait des cheveux grisonnants bien taillés, des yeux bruns foncés, perspicaces et une posture qui transmettait la sérénité. Il portait des vêtements simples mais de bonne qualité, un pantalon bleu marine et une chemise blanche à manches longues. Sans alliance, sans montre, sans ornement, comme s'il avait délibérément éliminé tout détail pouvant révéler quelque chose sur lui. « Docteur Hélène Dubois », dit-il, sa voix étonnamment mélodieuse. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer en personne. » Le « finalement » ne passa pas inaperçu. Hélène maintint son expression neutre en s'asseyant. « Bonjour Richard, je suis le docteur Dubois, comme vous le savez déjà. Je suis ici pour réaliser votre évaluation initiale. » Un léger sourire apparut sur son visage, comme si elle avait raconté une plaisanterie privée. Évaluation. Choix de mots intéressant. Cela présuppose une hiérarchie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui évalue et quelqu'un qui est évalué. Hélène reconnut immédiatement la tactique, remettre en question le format même de l'interaction pour établir le contrôle. C'était un mouvement classique qu'elle avait elle-même décrit dans ses travaux. L'évaluation est un processus mutuel, répondit-elle calmement. Nous observons et interprétons tous les deux. Richard inclina légèrement la tête, comme s'il était véritablement impressionné. Exactement comme je m'attendais à ce que vous répondiez. Votre article sur les structures hiérarchiques capture parfaitement cette danse, n'est-ce pas? Hélène ressentit un léger malaise. C'était déconcertant d'avoir un patient qui semblait si bien connaître son travail académique. « Vous avez... Salut mon article !» constata-t-elle, gardant un ton neutre. « Comment y avez-vous eu accès? Le monde académique est étonnamment perméable pour qui sait où chercher, répondit-il vaguement. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi. N'est-ce pas? Oh, attendez. C'est exactement pour cela que nous sommes ici. » Le sarcasme était subtil, presque imperceptible, mais Hélène le capta clairement. Elle décida de changer d'approche. « En fait, je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez spécifiquement demandé ma présence. » Richard s'adossa à sa chaise, l'étudiant d'un regard qui semblait traverser des couches de défense professionnelle. « Disons que je reconnais le talent quand je le vois. Votre approche de la psychologie est rafraîchissante, moins de catégorisation rigide, plus de compréhension de la fluidité humaine. » Il fit une pause calculée. « De plus, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'être évalué par quelqu'un qui comprend les mécanismes de la manipulation. » Hélène commençait à comprendre pourquoi d'autres professionnels s'étaient sentis déstabilisés. Chacune de ces réponses semblait soigneusement calibrée pour provoquer une réaction spécifique: curiosité, inconfort, admiration ou insécurité. « Vous semblez avoir une compréhension sophistiquée des concepts psychologiques, » observa-t-elle, ouvrant son carnet de notes. « Avez-vous une formation dans ce domaine? » « J'ai une formation dans de nombreux domaines, » répondit-il, délibérément vague. « L'esprit humain a toujours été mon champ d'étude favori, principalement quand il s'agit de comprendre comment les gens se trompent si habilement. » « Se trompent? Oui, docteur. L'image de soi que nous construisons correspond rarement à la réalité. Prenons-vous comme exemple. » Hélène resta impassible, bien qu'elle ressentît une pointe d'appréhension. « Vous vous voyez comme une professionnelle éthique, compétente, dédiée à comprendre les complexités de l'esprit humain. Une défenseur de la dignité en santé mentale, » continua-t-il, avec une précision inquiétante. « Mais je me demande si vous avez déjà considéré comment votre propre ambition façonne cette narration. Comment votre besoin de reconnaissance académique influence vos choix professionnels. » Hélène eut l'impression qu'il avait lu ses pensées les plus privées. Sa récente hésitation à accepter un poste administratif qui limiterait son temps de recherche, sa frustration quand des collègues recevaient plus de reconnaissance pour des travaux moins rigoureux. « Nous sommes ici pour discuter de vous. »« Richard, pas de moi, » répondit-elle, gardant une voix ferme. « Ah, mais c'est précisément ce que je fais, » rétorqua-t-il avec un sourire énigmatique. « Je vous montre comment je fonctionne.
Je trouve les petites fissures dans l'armure et j'applique la pression appropriée. C'est un talent naturel. La franchise de l'aveu surprit Hélène. Il était rare qu'un patient admette si ouvertement ses tactiques manipulatrices. « Et pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Pour la première fois, quelque chose changea dans son regard, un bref éclair de vulnérabilité rapidement masqué. « Survie, docteur. Dans un monde où la vérité est malléable et où la santé mentale est définie par ceux qui ont le pouvoir, apprendre à naviguer dans l'esprit des autres devient une nécessité. » Hélène sentit qu'ils étaient arrivés à un point crucial. La haine fait référence à la santé mentale définie par le pouvoir, faisait écho au concept de Michel Foucault et d'autres théoriciens critiques de la psychiatrie. « Vous vous considérez comme victime d'une injustice du système de santé mentale ?» demanda-t-elle directement. Richard rit un son étonnamment chaleureux. « Victime d'injustice ? Non, docteur. Simplement conscient de ses limitations et contradictions. Le système n'a pas été conçu pour des gens comme moi. » « Et quel genre de personne êtes-vous, Richard ?» Il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. Pendant un instant, Hélène crut voir quelque chose de familier dans ses yeux bruns. Un schéma de raisonnement, une façon d'articuler les pensées qui semblait étrangement connue. « Je suis le genre de personne qui voit au-delà des étiquettes. Qui comprend que dangereux signifie souvent simplement incompris. Qui sait que les limites entre génie et folie sont arbitraires et fréquemment politiques. » La session se poursuivit pendant 1 heure de plus, un jeu d'échecs verbal complexe où chaque question était répondue par une autre question. Chaque observation clinique contrée par une analyse de la méthodologie d'évaluation elle-même. Hélène, habituée à maintenir le contrôle des séances, se retrouva en territoire inconnu. Pas complètement perdue, mais certainement mise au défi à un niveau qu'elle expérimentait rarement. À la fin du temps imparti, Hélène ferma son carnet, consciente qu'elle avait noté beaucoup moins que d'habitude. La plupart des séances initiales suivaient un schéma prévisible. Celle-ci avait été tout sauf prévisible. « Notre temps est écoulé pour aujourd'hui », annonça-t-elle. « Nous continuerons demain si cela vous convient. » Richard acquiesça, son regard pénétrant toujours fixé sur elle. « Ce sera un plaisir, docteur. Et j'espère que d'ici là, vous aurez commencé à vous interroger non seulement sur qui je suis, mais aussi sur ce qui se passe réellement ici. » Cette phrase finale, chargée d'insinuation, resta avec Hélène alors qu'elle quittait la salle. Dans le couloir, Dr Moreau l'attendait anxieusement. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda-t-il, étudiant son expression. Hélène considéra soigneusement sa réponse. Comment décrire ce qu'elle venait d'expérimenter? Comment expliquer qu'en seulement 1 heure, cet homme avait réussi à lui faire remettre en question des aspects de sa pratique professionnelle qu'elle considérait comme solidement établis? « Complexe, répondit-elle finalement. Il est exactement aussi intelligent et articulé qu'on l'a décrit, et oui, extrêmement habile à inverser la dynamique de l'évaluation. Êtes-vous parvenu à une conclusion préliminaire ?» Hélène hésita. Les catégories diagnostiques semblaient inadéquates pour capturer la complexité de cet homme. « Il est encore tôt, dit-elle prudemment, mais une chose est certaine. Il y a beaucoup plus en lui que ce que ses rapports antérieurs suggèrent. Et j'ai la nette impression qu'il mène une sorte de jeu élaboré. »« Un jeu dangereux ?» insista Dr Moreau. Hélène pensa au regard pénétrant de Richard, à la façon dont il semblait la connaître mieux qu'il ne le devrait, aux insinuations sur ce qui se passe réellement. « C'est, répondit-elle lentement, exactement ce que j'ai l'intention de découvrir. » Cette nuit-là, Hélène eut du mal à dormir. Dans son appartement du quartier de Montparnasse, entourée de livres et d'articles scientifiques qui lui apportaient normalement du réconfort, elle se retrouva tourmentée par les paroles de Richard. Non seulement par ce qu'il avait dit, mais par la façon dont ses observations semblaient résonner avec des doutes qu'elle-même nourrissait secrètement à propos de sa profession. Au matin, après une tasse de café fort de la région du sud de la France, Hélène décida de prendre une mesure inhabituelle. Au lieu de consulter ses collègues à l'Institut, elle se rendit à la bibliothèque de psychologie de l'Université de Paris. Si Richard avait des connaissances aussi spécifiques sur son travail, peut-être y aurait-il des indices sur lui dans le milieu académique. La bibliothécaire, Madame Cécile, une dame aux cheveux blancs qui connaissait chaque publication comme de vieilles amies, accueillit Hélène avec un sourire chaleureux.
Docteur Dubois, quelle agréable surprise. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de rechercher des articles académiques de psychologie des 10 dernières années, spécifiquement sur l'éthique, en matière de diagnostic et le pouvoir institutionnel, expliqua Hélène. Je cherche un auteur spécifique, mais je n'ai que le prénom, Richard. Madame Cécile fronça les sourcils. Nous avons plusieurs Richard dans le système. Richard Santerre, Richard Montfort, Richard Travers, une spécification supplémentaire, Hélène hésita. Elle n'avait pas de nom de famille, de domaine de spécialisation ou d'institution d'affiliation. Malheureusement non, mais il aurait entre 45 et 55 ans, probablement. Après 2 heures de recherche infructueuse, Hélène était sur le point d'abandonner quand elle trouva une référence dans un article sur l'éthique en recherche psychiatrique. Comme l'argumente Richard Lenoir, 2010, les McIntosh's frontières entre traitement et expérimentation s'estompent souvent dans les institutions de santé mentale. Richard Lenoir. Le nom provoqua un vague souvenir. Hélène demanda l'article complet et, en attendant, rechercha le nom dans le système. Le résultat la surprit. Des dizaines de publications entre 2005 et 2015, puis rien. C'était comme si l'universitaire avait simplement disparu de la carte. Quand elle eut enfin accès à l'article principal, « Éthique et pouvoir dans la pratique ». Psychiatrique contemporaine. Hélène sentit un frisson en lisant l'introduction. Le style d'écriture, la structure argumentative, les références philosophiques, tout faisait étrangement écho aux paroles que Richard avait utilisées pendant sa séance. À ce moment, son téléphone vibra. C'était un message de docteur Lambert. Réunion urgente concernant le patient Richard, 13h, mon bureau. Arrivant à l'institut avec 15 minutes d'avance, Hélène trouva la salle de docteur Lambert déjà occupée par docteur Sylvie et docteur Moreau. Leurs expressions étaient « graves. Que s'est-il passé ?» demanda Hélène, sentant la tension dans l'air. « Nous avons reçu un appel de l'hôpital psychiatrique Sainte-Claire ce matin, expliqua docteur Lambert sans préambule. Ils nous ont alertés à propos de Richard. Apparemment, il a causé une crise significative dans leur établissement avant d'être transféré chez nous. » Quel genre de crise? Questionna Hélène. Docteur Sylvie intervint. Il a réussi à convaincre 3 patients que leur diagnostic était incorrect et qu'ils étaient médicamentés de façon inappropriée. 2 d'entre eux ont refusé de poursuivre le traitement et l'un a même présenté une plainte formelle contre l'établissement. Et le plus inquiétant, ajouta docteur Moreau, c'est qu'après une révision indépendante, on a découvert que les patients avaient raison. Les diagnostics étaient effectivement incorrects. Hélène traita l'information avec soin. Donc il ne causait pas de problème par manipulation malveillante, mais en identifiant des erreurs réelles dans le système? Les 3 semblèrent mal à l'aise face à cette interprétation. La question n'est pas de savoir s'il avait raison ou tort, argumenta docteur Lambert. C'est qu'il déstabilise les institutions de l'intérieur, remettant en question l'autorité médicale établie. Hélène sentit une pointe d'irritation. N'est-ce pas notre devoir de remettre en question les pratiques inadéquates, de réviser les diagnostics douteux? Bien sûr, concéda docteur Sylvie d'un ton apaisant. Mais il y a des protocoles à suivre, des canaux appropriés. Richard semble avoir un talent particulier pour trouver les fragilités du système et les exploiter, de manière à causer une perturbation maximale. Hélène pensa à l'article qu'elle avait trouvé plus tôt. Si Richard Lenoir et son patient étaient la même personne, cela expliquerait sa connaissance approfondie et sa perspective critique. « Je vais poursuivre les séances d'évaluation », déclara-t-elle fermement, « et j'aimerais demander un accès sans restriction à ces dossiers médicaux. » Docteur Lambert hésita. « Hélène, êtes-vous certaine de pouvoir maintenir l'objectivité professionnelle dans ce cas? Il semble avoir un talent particulier pour influencer les gens. » La question l'irrita, mais Hélène garda son sang-froid. « C'est précisément pour cela que j'ai été choisie, n'est-ce pas? Pour ma capacité à reconnaître et à résister aux techniques manipulatrices ?» La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Hélène se dirigea directement vers la salle d'évaluation, où Richard l'attendait déjà. Contrairement à la veille, il semblait légèrement moins composé. Il y avait une agitation subtile dans ses mouvements, une tension presque imperceptible dans sa posture. « Bonjour, docteur Dubois », la salua-t-il. « Je vois que les nouvelles de Sainte-Claire sont arrivées. » Hélène ne montra pas sa surprise qu'il soit au courant de l'appel.
Les murs ont des oreilles, commenta-t-elle en s'asseyant, particulièrement dans les institutions où l'information est pouvoir. Un sourire appréciateur apparut sur ses lèvres. Exactement. Et comment ont réagi vos collègues? Alarme, indignation, peur, un peu de chaque, admit Hélène, décidant de changer de tactique. La transparence pourrait être un outil plus efficace que la distance professionnelle dans ce cas. Je suis curieuse à propos de quelque chose, Richard. Avez-vous déjà publié des articles académiques sur l'éthique en psychiatrie? Quelque chose brilla dans ses yeux. Surprise, peut-être reconnaissance. Vous avez fait vos devoirs, répondit-il, se penchant légèrement en avant. Oui, dans une autre. J'ai publié abondamment sur le sujet. Richard Lenoir, dit Hélène, observant attentivement sa réaction. Professeur à l'Université de Lyon, spécialiste en éthique psychiatrique et philosophie de l'esprit. Disparu du monde académique il y a environ 10 ans. Pour la première fois, Richard sembla véritablement impressionné. Très bien, docteur. Peu aurait fait cette connexion si rapidement. Il fit une pause, comme s'il décidait combien il révélerait. Oui, j'étais cette personne, jusqu'à ce que je réalise que le système académique n'était qu'une autre institution limitée par ses propres contradictions. Que s'est-il passé? Demanda Hélène, adoucissant son ton. Pourquoi abandonner une carrière prometteuse? Richard regarda par la haute fenêtre, ses yeux momentanément distants. Avez-vous déjà eu l'impression de parler une langue que personne d'autre ne comprenait? Hélène? Je passais des heures à écrire sur les dangers de la standardisation excessive dans les diagnostics mentaux, sur la façon dont les étiquettes peuvent être des prisons. Et puis, je voyais mes propres collègues réduire des êtres humains complexes à des codes dans le DSM. Hélène reconnut la sincérité dans sa voix. Derrière la façade de contrôle et de manipulation, il y avait une frustration authentique. Et ensuite, encouragea-t-elle doucement. Ensuite, je suis tombé malade, dit-il simplement. Une ironie délicieuse, n'est-ce pas? Le critique, des diagnostics psychiatriques développant son propre trouble. Quel diagnostic avez-vous reçu? Plusieurs. Trouble bipolaire, trouble de la personnalité borderline, jusqu'à la schizophrénie à un moment particulièrement créatif d'un collègue qui n'a jamais apprécié mes critiques de ses méthodes. Richard rit sans humour. Le fascinant était d'observer comment le système m'a immédiatement transformé. D'universitaire respecté en patient instable, dès que j'ai franchi cette ligne invisible. Hélène ressentit une vague d'empathie. En tant que professionnelle, elle connaissait bien les limitations du système que Richard critiquait. Et comment avez-vous géré cela? Au début, mal, résistance, déni, colère, puis, avec une curiosité presque scientifique, j'ai commencé à observer comment les institutions fonctionnaient de l'intérieur, en tant que patient. C'était éducatif. Et vous avez commencé à signaler des failles dans le système. Précisément. Ses yeux brillèrent avec une intensité renouvelée. J'ai réalisé que je pouvais faire plus en tant que patient problématique que je n'avais jamais fait en tant qu'universitaire respecté. Quand vous remettez en question le système de l'intérieur, en utilisant ses propres règles contre lui, les résultats sont fascinants. Hélène sentit qu'ils arrivaient à un territoire dangereux, mais aussi révélateur. Est-ce ce que vous faites ici? Tester l'Institut Esprit Saint? Richard sourit énigmatiquement. Je teste bien plus que cela, docteur Dubois. Je vous teste, vous. L'air entre eux sembla chargé d'électricité. Hélène sentit qu'ils étaient au bord d'une révélation. Importante. Pourquoi? Demanda-t-elle directement. Pourquoi moi? Parce que vous êtes différente, répondit-il, l'étudiant intensément. J'ai lu vos travaux. J'ai vu comment vous remettez en question subtilement les mêmes choses que je remettais en question ouvertement. La différence est que vous travaillez à l'intérieur du système, tandis que j'ai choisi de l'attaquer de l'extérieur. Hélène se sentit exposée, comme s'il avait articulé quelque chose qu'elle-même n'avait jamais complètement admis. « Vous pensez que je suis complice ?» demanda-t-elle, avec une pointe de défi dans sa voix. « Je pense que vous êtes à un carrefour, » répondit-il doucement, « et que notre prochaine séance pourrait déterminer quel chemin vous choisirez. » Quand la séance se termina, Hélène sortit avec plus de questions que de réponses. Richard Lenoir, si c'était vraiment lui, représentait un paradoxe. Fascinant. Un ex-psychiatre devenu patient utilisant sa connaissance du système pour exposer ses failles de l'intérieur.
Ce soir-là, dans son appartement, Hélène révisa à nouveau les articles de Richard Lenoir et fut impressionnée par les similitudes entre ses idées et certains de ses propres doutes inexprimés sur la profession. Il y avait quelque chose de profondément troublant, mais aussi libérateur, à voir ses préoccupations articulées si clairement par quelqu'un qui était maintenant de l'autre côté de la ligne de démarcation entre médecin et patient. Tandis que Paris brillait à travers sa fenêtre, Hélène prit une décision. Lors de la prochaine séance, elle abandonnerait le protocole standard. Si Richard la testait, elle le testerait aussi. Il était temps de découvrir ce qui se passait réellement dans ce jeu psychologique complexe. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité derrière la présence de Richard à l'Institut Esprit Saint était beaucoup plus complexe et beaucoup plus personnelle qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et que la prochaine séance ne serait pas seulement un tournant dans son évaluation, mais un moment décisif qui changerait le cours de sa carrière et sa vision de la nature même de la santé mentale. Le 3e jour d'évaluation se leva avec une pluie fine sur Paris, enveloppant l'Institut Esprit Saint dans une brume mélancolique. Hélène arriva plus tôt que d'habitude, déterminée à se préparer adéquatement pour la rencontre décisive avec Richard. Dans son bureau, elle étala les articles académiques de lui qu'elle avait imprimés, ainsi que ses propres notes des séances précédentes. Un schéma commençait à émerger, non seulement dans les paroles de Richard, mais dans sa propre réaction à celle-ci. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans sa façon d'argumenter, dans ses questionnements éthiques. C'était comme une mélodie lointaine qu'elle n'arrivait pas à identifier complètement, mais qui résonnait quelque part dans sa mémoire professionnelle. À 10 heures, un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. C'était Marguerite, la secrétaire. « Docteur Dubois, désolé de vous déranger, mais il y a eu un changement dans le programme. Le patient Richard a demandé que la rencontre d'aujourd'hui ait lieu dans la bibliothèque de l'établissement, pas dans la salle d'évaluation. » Hélène fronça les sourcils, surprise par cette demande inhabituelle. Et Dr Lambert a approuvé cela. Marguerite sembla mal à l'aise. « En fait, c'est Dr Lambert qui m'a suggéré de vous transmettre la demande. Il a dit que la décision finale vous appartenait. » La situation devenait plus intrigante à chaque instant. Pourquoi Lambert, normalement si rigide avec les protocoles, serait-il disposé à accommoder une demande aussi inhabituelle d'un patient considéré comme problématique? « Très bien, » répondit finalement Hélène. « Prévenez-les que je serai à la bibliothèque à 14 heures comme prévu. » Quand Marguerite sortit, Hélène resta à contempler l'étrange dynamique qui se formait. Les patients ne dictaient pas les termes de leurs évaluations, et les directeurs ne cédaient pas si facilement à leurs caprices. Quelque chose de plus important était en jeu, et elle était déterminée à découvrir quoi. À 14 heures précises, Hélène entra dans la bibliothèque de l'Institut, un espace vaste et élégant, avec des étagères en bois sombre qui allaient du sol au plafond, et de grandes fenêtres qui permettaient l'entrée de la lumière naturelle, même par des jours nuageux comme celui-ci. La salle était vide, à l'exception de Richard, qui se tenait debout près d'une étagère, examinant attentivement les titres. « Vous admirez la collection ?» demanda Hélène en s'approchant. Richard se retourna, un léger sourire aux lèvres. « Je l'évalue, en fait. La bibliothèque d'une institution révèle beaucoup sur ses véritables priorités. » Il fit un geste vers les étagères. « Intéressant. Comme il y a tant de livres sur l'administration psychiatrique et si peu sur l'expérience subjective des patients. » Hélène observa les étagères et réalisa qu'il avait raison. La bibliothèque favorisait fortement les textes techniques et administratifs au détriment des œuvres qui exploraient la perspective des patients. Une observation perspicace, reconnut-elle, choisissant l'un des 2 fauteuils disposés près de la fenêtre. Bien que je me demande si c'est vraiment la meilleure configuration pour notre séance d'aujourd'hui. Richard s'assit dans le fauteuil opposé, une expression de calme détermination sur son visage. C'est la configuration parfaite, en fait. Moins clinique, plus honnête. Hélène décida d'aller droit au but. Pourquoi sommes-nous vraiment ici, Richard? Pas seulement dans cette bibliothèque, mais dans ce processus entier. Qu'espérez-vous accomplir? Il l'étudia pendant un long moment avant de répondre. La reconnaissance, Hélène. Pas dans le sens de la célébrité ou de la validation, mais dans le sens le plus profond. Je veux que vous reconnaissiez ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe?
Richard se pencha en avant, ses yeux intenses fixés sur les siens. Une évaluation, certainement, mais pas celle que vous pensez mener. Un silence pesant s'installa entre eux. Hélène sentit son cœur accélérer légèrement. Les pièces commençaient à s'emboîter, mais l'image complète échappait encore à sa compréhension. « Vous n'êtes pas vraiment impatient, n'est-ce pas ?» risqua-t-elle. Le sourire de Richard s'élargit. « Techniquement, je l'ai été, et je pourrais argumenter que nous le sommes tous à un certain niveau. Mais non, je ne suis pas impatient de l'Institut Esprit Saint. » « Alors qui êtes-vous, oh ?» Lieu de répondre directement, Richard se leva et marcha jusqu'à l'une des étagères. De là, il retira un livre spécifique et l'apporta à Hélène. C'était un exemplaire bien conservé de Fondements de la psychologie clinique, publié 20 ans auparavant. Page 247, indiqua-t-il. Hélène ouvrit le livre à la page mentionnée et trouva une dédicace manuscrite qui glaça son sang. Pour mon élève la plus prometteuse, Hélène Dubois. Votre engagement envers l'éthique et la dignité humaine sera votre plus grande force dans cette profession. Avec admiration, professeur Richard Lenoir. Les souvenirs inondèrent son esprit comme une vague. Le professeur Lenoir, son mentor pendant sa spécialisation, l'homme dont les cours avaient fondamentalement façonné sa vision de la psychologie. Elle leva les yeux, le voyant maintenant avec une clarté renouvelée, plus âgé, plus marqué par la vie, mais indéniablement le même homme qui avait inspiré sa carrière. « Professeur Lenoir », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Comment... Pourquoi Richard, s'il vous plaît ?» corrigea-t-il gentiment. « J'ai laissé le titre de professeur derrière moi il y a longtemps. » Hélène ressentit un mélange vertigineux d'émotions. Choc, confusion, une pointe de colère et, étonnamment, un soulagement de finalement comprendre l'étrange sentiment de familiarité qu'elle éprouvait. « Vous m'avez trompé », accusa-t-elle, reprenant contenance, en mettant en scène ce théâtre élaboré. « Je préfère penser à cela comme une expérience nécessaire, » répondit-il calmement, « et vous n'avez pas été la seule trompée. » « Que voulez-vous dire ?» Richard, professeur Lenoir, se leva à nouveau et marcha jusqu'à la porte de la bibliothèque. Il l'ouvrit et fit un geste d'invitation. À la surprise d'Hélène, Dr Lambert entra accompagné d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas, grand, d'apparence distinguée, portant un costume impeccable. « Hélène, » commença Dr Lambert, semblant étrangement déférent. « Permettez-moi de vous présenter formellement le docteur Richard Lenoir, le nouveau propriétaire de l'Institut Esprit Saint. » La révélation frappa Hélène comme la foudre. Elle regarda de Lambert à Richard, essayant de traiter l'information. « Propriétaire ?» se répéta-t-elle incrédule. L'homme inconnu en costume s'avança, tendant la main. « Charles Vivier, avocat du docteur Lenoir. L'acquisition a été finalisée il y a 3 semaines, mais le docteur Lenoir a insisté pour connaître l'établissement. D'une perspective unique avant de prendre officiellement ses fonctions. » Hélène se sentit étourdie par cette cascade de révélations. Son ancien mentor, qui avait disparu du monde académique après sa propre dépression mentale, réapparaissait maintenant comme le propriétaire de la clinique où elle travaillait. Et il avait choisi de le révéler à travers cette mise en scène élaborée l'attestant au passage. « Pourquoi ?» parvint-elle enfin à demander, s'adressant directement à Richard. « Pourquoi toute cette mascarade ?» Richard congédia Lambert et l'avocat d'un geste, fermant la porte après leur sortie. Il revint s'asseoir en face d'Hélène, maintenant avec une expression de profonde gravité. « Parce que j'avais besoin de savoir si vous étiez toujours la même Hélène que j'ai connue. L'étudiante qui questionnait, qui se souciait plus, à des personnes que des diagnostics. » Sa voix devint plus douce. « Et parce que cet institut a besoin d'une transformation profonde, je voulais savoir si vous seriez la bonne personne pour aider à la réaliser. » « Alors j'étais aussi évalué, » constata Hélène avec une touche d'amertume dans sa voix. « Tout le monde l'était, » confirma-t-il. « Lambert, Sylvie, toute l'équipe administrative. Vous avez été la seule à voir au-delà des apparences, à chercher à comprendre plutôt qu'à simplement catégoriser. » Hélène se leva brusquement, la confusion cédant la place à l'indignation. « Vous n'aviez pas le droit de jouer ainsi avec les gens, de me manipuler de cette façon. » « Je n'avais pas d'autre choix, » répondit-il fermement. « Cet institut, comme beaucoup d'autres, est devenu un lieu où les protocoles importent plus que les personnes, où la bureaucratie étouffe la véritable guérison. » Il fit une pause, son regard intense fixé sur elle. « Vous le savez mieux que quiconque, Hélène.
J'ai vu vos rapports, vos petites notes de désaccord dans les dossiers. Vous aussi, vous. Voyez les problèmes. » Les mots la frappèrent avec force parce qu'ils contenaient une vérité. Pendant des années, Hélène avait lutté silencieusement contre des pratiques qu'elle considérait comme déshumanisantes, faisant de petites interventions où elle le pouvait, mais toujours dans les limites du système. « Et que comptez-vous faire » demanda-t-elle, son ton toujours provocateur. Acheter un institut et prétendre être un patient ne semble pas exactement un plan durable pour réformer la santé mentale. Un sourire sincère illumina le visage de Richard. « Non, certainement. Pas, mais ce n'est que le début. » Il se leva, la rejoignant près de la fenêtre. « J'ai une vision pour cet endroit, Hélène. Une vision que je crois que vous partageriez si vous me donniez la chance de l'expliquer. » Dehors, la pluie s'était arrêtée et un rayon de soleil tentait de percer les nuages persistants. Hélène observa le changement dans le paysage, sentant qu'elle se trouvait à un carrefour dans sa propre vie professionnelle. « Je vous écoute, » dit-elle finalement. Richard sembla soulagé par sa disposition à écouter. L'Institut Esprit Saint a des ressources, une réputation et un potentiel pour devenir un modèle de traitement véritablement humanisé. Pas seulement pour Paris, mais pour toute la France. Ses yeux brillaient de conviction. Imaginez un lieu où les patients sont des partenaires actifs dans leur traitement, pas des récepteurs passifs de diagnostic, où la santé mentale est vue comme un spectre, pas comme des catégories rigides de normal et pathologique. Tandis qu'il parlait, Hélène reconnaissait les échos des cours auxquels elle avait assisté il y a tant d'années, la même passion, la même vision révolutionnaire qui l'avait initialement inspirée à suivre cette voie. « Et où est-ce que je m'intègre dans cette vision ?» demanda-t-elle, sa colère initiale cédant la place à une curiosité prudente. « Comme directrice clinique, » répondit-il sans hésitation, « quelqu'un qui peut mettre en œuvre des changements réels, former l'équipe à de nouvelles approches, établir des protocoles qui respectent la dignité et l'autonomie des patients. » La proposition était tentante, une opportunité de faire précisément le type de différence dont Hélène avait toujours rêvé. Et Lambert ? Les autres ? Lambert comprend que les choses vont changer, bien qu'il ne sache pas encore exactement comment. Quant aux autres, Richard haussa les épaules. Certains embrasseront le changement, d'autres résisteront. L'important est que les décisions cliniques soient entre les mains de quelqu'un qui comprend le véritable objectif de la santé mentale. Hélène marcha jusqu'à l'autre extrémité de la bibliothèque, ayant besoin d'espace pour traiter tout ce qui s'était passé, son mentor, maintenant révélé comme le nouveau propriétaire de la clinique, lui offrant la chance de mettre en œuvre les changements qu'elle avait toujours souhaités. « Vous auriez dû être honnête dès le début, » dit-elle finalement. « Peut-être, » concéda-t-il, « mais auriez-vous vu la même Hélène que j'ai vue ces 3 derniers jours? Ou auriez-vous vu la professionnelle prudente conformée au système que vous êtes devenue ?» La question la frappa avec force, car encore une fois, elle contenait une vérité inconfortable. Les années de travail institutionnel avaient, en effet, adouci ses angles, diminué sa volonté de défier le statu quo. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour traiter tout cela. » Richard acquiesça, respectant son besoin. « Bien sûr, prenez le temps dont vous avez besoin. » Il marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Rappelez-vous seulement, Hélène, vous m'avez dit une fois, en tant qu'étudiante, que vous vouliez créer des espaces où les gens pourraient trouver une guérison réelle, pas seulement une gestion des symptômes. C'est votre chance. » Quand il sortit, Hélène resta dans la bibliothèque vide, le livre, avec la dédicace toujours, dans ses mains. La révélation que Richard Lenoir, son mentor, une figure presque mythique dans sa formation, était revenu de cette façon inattendue, l'avait profondément ébranlé. Mais au-delà du choc et de la confusion, il y avait une sensation croissante de possibilités. Son offre représentait tout ce qu'elle avait désiré professionnellement, la chance de vraiment changer les choses, de créer un modèle de traitement basé sur les principes auxquels elle croyait réellement. Tandis que le soleil finissait par vaincre les nuages dehors, illuminant la bibliothèque d'une lumière dorée, Hélène commença à imaginer ce que serait l'Institut Esprit Saint sous une nouvelle direction, une direction guidée non seulement par la science et les protocoles, mais par la compassion et le respect profond de l'expérience humaine dans toute sa complexité. 3 jours s'écoulèrent depuis la révélation dans la bibliothèque. Hélène avait demandé un court congé, invoquant des raisons personnelles, alors qu'en réalité,
Elle avait besoin de distance pour réorganiser ses pensées. Dans son appartement de Montparnasse, elle alternait entre de longues promenades dans le quartier et d'interminables sessions de réflexion sur son balcon, observant le mouvement de la ville tout en méditant sur la proposition de Richard. Août. Matin du 4e jour, elle décida qu'elle avait besoin d'une perspective externe. Elle appela son amie Louise Martin, professeure d'éthique médicale à l'université de Paris-Nanterre, et l'une des rares personnes en qui elle avait pleinement confiance pour un conseil honnête. Elles se rencontrèrent au jardin du Luxembourg, marchant lentement autour du bassin, tandis qu'Hélène relatait les événements surprenants des derniers jours, omettant évidemment les noms et détails qui compromettraient la confidentialité. « Laisse-moi comprendre », dit Louise, ajustant ses lunettes à monture rouge. « Ton ancien mentor qui a disparu du monde académique après une dépression a ressurgi comme un propriétaire de la clinique où tu travailles, a prétendu être un patient pour tester ton intégrité professionnelle et maintenant t'offre de devenir la directrice clinique d'une institution renommée. » Hélène ne put s'empêcher de rire. De la façon dont son amie résuma la situation, la rendant encore plus surréaliste. Essentiellement, oui. Et tu hésites parce que... Hélène s'arrêta devant un vieil érable, ses feuilles jaunes contrastant vivement avec le ciel bleu de Paris. Parce qu'il m'a trompé, Louise. Il a manipulé non seulement moi, mais toute l'institution. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un capable de cela? Louise considéra la question un moment. Vois-tu, je ne défends pas ces méthodes, mais pense au contexte. Un homme qui a consacré sa vie académique à remettre en question les structures de pouvoir en santé mentale, qui a ensuite vécu le système en tant que patient. Ce n'est pas surprenant qu'il ait choisi une voie non conventionnelle pour tester l'institution qu'il vient d'acquérir. Hélène soupira, reconnaissant la logique dans l'argument. Et il y a plus, continua-t-elle, s'asseyant sur un banc proche. Pendant les séances, il a identifié précisément mes propres doutes sur le système, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Ou comme s'il se souvenait de la personne que tu étais en tant que son élève, suggéra Louise doucement. La personne que tu es peut-être encore, sous les couches de conformité institutionnelle. Ces mots touchèrent Hélène profondément. C'était vrai. Au fil des ans, elle avait appris à travailler dans le système, à faire de petits changements là où elle le pouvait, mais elle avait aussi cédé sur beaucoup de ses idéaux initiaux. « Et si je n'étais plus cette personne ?» demanda-t-elle presque pour elle-même. « Et si je n'avais plus le courage ou l'énergie pour lutter pour une transformation réelle ?» Louise posa sa main sur la sienne. « Il n'y a qu'une façon de le découvrir. » Cette conversation fut décisive. Cet après-midi-là, Hélène retourna à l'Institut Esprit Saint, se dirigeant directement vers le bureau qu'elle savait maintenant appartenir à Richard Lenoir. Il l'accueillit comme s'il l'attendait, comme s'il n'avait jamais douté qu'elle reviendrait. « J'accepte votre proposition », annonça Hélène sans préambule, « mais avec des conditions. » Un sourire sincère illumina le visage de Richard. « Je n'en attendais pas moins de toi. Quelles sont-elles ? Premièrement, une transparence totale à partir de maintenant. Plus de jeux, plus de tests voilés. » Sa voix était ferme, professionnelle. Deuxièmement, une autonomie clinique complète. Vos expériences en tant que patient sont précieuses, mais les décisions professionnelles doivent être basées sur des preuves et l'éthique, pas seulement sur des réactions au système. Richard acquiesça, écoutant attentivement. Troisièmement, poursuivit-elle, nous avons besoin d'un plan de transition progressif. Les transformations brusques fonctionnent rarement dans les institutions établies. Et quatrièmement, je veux que vous partagiez votre histoire complète avec moi. Ce qui s'est réellement passé après votre départ de l'académie, votre expérience en tant que patient, et comment vous en êtes arrivé là. Conditions équitables, convint-il, tendant la main. Nous avons un accord, madame la directrice clinique. Quand ils se serrèrent la main, Hélène sentit le poids de la responsabilité qu'elle venait d'assumer, mais aussi une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, la sensation de faire réellement quelque chose de significatif. Les semaines suivantes furent intenses. Richard présenta formellement Hélène comme la nouvelle directrice clinique lors d'une réunion générale qui laissa la majorité du personnel surprise et certains visiblement gênés. Dr Lambert, en particulier, semblait mal à l'aise avec l'ascension rapide d'Hélène, bien qu'il maintint une façade de soutien professionnel. Dans son nouveau bureau, significativement plus grand que le précédent,
Hélène et Richard commencèrent à esquisser leur vision pour l'Institut. Les soirées s'étendaient souvent tard, avec les deux penchés sur des documents, des règlements et des dossiers, identifiant où les changements étaient les plus urgents. Le premier problème, expliqua Hélène, pointant vers une pile de dossiers, est la surmédication. De nombreux patients reçoivent des combinaisons inutiles de médicaments, sans tentatives adéquates de thérapie complémentaire. Richard acquiesça, feuilletant l'un des dossiers. Et il y a la question du temps. Des séances thérapeutiques de 15 minutes ne sont pas suffisantes pour un travail réel. C'est juste de la gestion de crise. Exactement. Nous devons repenser toute la structure de soins. Durant ces sessions de travail, Richard remplit progressivement sa promesse de partager son histoire. Hélène apprit qu'après son effondrement, un épisode psychotique déclenché par un stress extrême et un épuisement professionnel, il avait été interné contre sa volonté dans un établissement à Lyon. L'ironie ne m'a pas échappé, commenta-t-il, avec un sourire triste. Le critique de l'institutionnalisation étant institutionnalisé. Son expérience en tant que patient avait été transformatrice. Il avait expérimenté en première main les pratiques qu'il avait critiquées académiquement. La distance professionnelle excessive, la médicalisation des réponses émotionnelles normales, le manque de respect subtil pour l'autonomie du patient. C'était comme voir le système à travers un microscope, expliqua-t-il, lors d'une soirée particulièrement productive. Chaque défaut magnifié par l'expérience personnelle. Après sa sortie, il s'était complètement éloigné du monde académique, voyageant à travers le pays et éventuellement à l'étranger, observant toujours différents modèles de traitement en santé mentale. Pendant cette période, des investissements qu'il avait faits des années auparavant dans une petite entreprise de technologie médicale avaient étonnamment bien rapporté, lui donnant les ressources pour envisager une approche plus directe du changement. Quand j'ai appris que l'Institut Esprit Saint était à vendre, c'était comme si l'univers m'offrait une opportunité parfaite, confessa-t-il. Une institution respectée mais conventionnelle, prête pour une révolution silencieuse. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, Hélène réalisa que Richard avait changé depuis ses jours en tant que professeur. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui n'existait pas avant, une compréhension plus profonde de la fragilité humaine. Mais son intelligence aiguë et sa passion pour le changement restaient intactes. Tout n'était pas harmonie, cependant. Lorsqu'Hélène commença à mettre en œuvre les premiers changements, réduisant les dosages de médicaments, augmentant la durée des séances thérapeutiques, introduisant des groupes de soutien dirigés par des patients, elle rencontra une résistance significative. Dr Moreau, en particulier, se révéla un opposant féroce. Ces changements compromettent nos protocoles de sécurité, argumenta-t-il lors d'une réunion tendue. Certains de ces patients sont potentiellement dangereux. Ce qui est plus dangereux, répliqua Hélène fermement, c'est de perpétuer un système qui traite les personnes comme des maladies ambulantes, pas comme des êtres humains complexes, faisant face à des défis émotionnels et psychologiques. Dr Sylvie, étonnamment, devint une alliée inattendue. Après avoir observé les résultats positifs des premiers changements, des patients plus engagés, moins d'épisodes de crise, une meilleure adhésion au traitement, elle commença à défendre activement la nouvelle approche. « J'ai toujours eu des doutes sur nos méthodes traditionnelles, confia-t-elle à Hélène, après une réunion particulièrement tendue. Mais je n'ai jamais eu le courage de les remettre ouvertement en question. Le personnel infirmier se divisa également. Certains, comme Thérèse, embrassèrent avec enthousiasme les nouvelles directives qui leur donnaient plus d'autonomie et d'implication dans le processus thérapeutique. D'autres résistaient, mal à l'aise avec la rupture de la hiérarchie traditionnelle. Un jour, environ 2 mois après le début des changements, Hélène trouva Richard sur la terrasse du 5e étage, observant la ville au crépuscule. Il y avait une expression pensive sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, le rejoignant. « Juste en train de réfléchir à la façon dont les institutions résistent au changement, » répondit-il. « Même quand le changement est clairement bénéfique. » Hélène acquiesça, comprenant parfaitement. Les dernières semaines avaient été épuisantes, une bataille constante contre l'inertie institutionnelle. « Je savais que ce serait ainsi, » commenta-t-elle. « Mais j'avoue que j'ai sous-estimé l'intensité de la résistance. » « Et pourtant, vous persistez, » observa Richard avec une touche d'admiration dans sa voix.
La même Hélène déterminée que j'ai connue il y a des années. Elle sourit, réalisant que c'était vrai. Malgré les difficultés, elle se sentait plus vivante, plus alignée avec ses valeurs que depuis de nombreuses années. « Savez-vous ce qui me fait continuer ?» demanda-t-elle, s'appuyant sur le parapet de la terrasse. Les petites victoires, le patient qui se sent enfin écouté, l'infirmier qui découvre une nouvelle façon de se connecter. Ce sont des moments qui justifient toute la lutte. Richard acquiesça, comprenant profondément. C'est pourquoi vous étiez la personne idéale pour ce rôle, Hélène. Vous n'avez jamais perdu de vue ce qui compte vraiment. À ce moment, quelque chose de subtil changea entre eux, une reconnaissance mutuelle qui allait au-delà de la relation professionnelle ou même de l'ancienne dynamique mentor-élève. Ils étaient deux guerriers dans la même bataille, deux visionnaires partageant un rêve. Lutte. Soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel dans des tons dramatiques d'orange et de violet. En dessous d'eux, la ville pulsait de vie, des millions d'histoires se déroulant simultanément. Et à l'intérieur des murs de l'Institut Esprit, une révolution silencieuse ne faisait que commencer. « Demain, dit Hélène, regardant l'horizon, nous commencerons à mettre en œuvre le programme d'intégration familiale. Les médecins les plus traditionnels vont résister, avertit Richard. « Qu'ils résistent, répondit-elle avec un sourire déterminé. Nous ne faisons que commencer. » Alors que le crépuscule cédait la place à la nuit, Hélène sentit une certitude croissante que, malgré les obstacles, ils étaient sur la bonne voie. L'Institut Esprit Saint se transformait lentement en le type d'endroit dont elle avait toujours rêvé. Un espace où la santé mentale était traitée avec dignité, compréhension et respect authentique pour l'expérience humaine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le plus grand défi était encore à venir. Un défi qui testerait non seulement sa vision professionnelle, mais aussi les limites de son alliance nouvellement formée avec Richard, et même sa propre compréhension de ce que signifiait véritablement guérir et être guéri. L'Institut Esprit Saint bouillonnait d'une énergie renouvelée. 4 mois s'étaient écoulés depuis qu'Hélène avait pris la direction clinique, et les changements, bien que progressifs, étaient indéniables. Les murs autrefois blancs et aseptisés des couloirs exhibaient maintenant des œuvres d'art créées par les patients eux-mêmes. Les espaces communs avaient été redessinés pour promouvoir l'interaction, avec des meubles confortables remplaçant le mobilier institutionnel. Mais la transformation la plus significative n'était pas dans l'environnement physique, mais dans l'atmosphère. « Bonjour, Madame Thérèse. Comment vous sentez-vous avec la réduction de la médication ?» demanda Hélène, rencontrant une dame aux cheveux gris dans le couloir principal. « Mieux, docteur Dubois, » répondit la patiente avec un sourire prudent. « J'ai encore cette sensation de picotement parfois, mais je peux penser plus clairement. Et j'adore les cours de peinture. » Hélène fit quelques annotations sur sa tablette. Le programme de réduction graduelle des médicaments, accompagné de thérapies expressives comme l'art et la musique, montrait des résultats prometteurs. Des patientes comme Madame Thérèse, qui pendant des années avaient été maintenues dans un état de sédation fonctionnelle, récupéraient maintenant leur vitalité et leur capacité créative. Sur son chemin vers le bureau, Hélène passa par le nouvel espace de convivialité, où un groupe de patients participait à une séance de yoga animée par Julie, une ergothérapeute récemment embauchée. Cette scène aurait été impensable quelques mois plus tôt, quand le protocole standard limitait sévèrement les activités physiques des patients. Dans le bureau, elle trouva Richard examinant des graphiques avec une expression concentrée. « De bonnes nouvelles ?» demanda-t-elle, déposant son café sur la table. Il leva les yeux, un sourire éclairant son visage fatigué. « Voyez par vous-même, réduction de 40% de l'utilisation de la contention physique, diminution de 35% des prescriptions d'antipsychotiques. À haute puissance, et le plus impressionnant, chute de 60% des épisodes de crise, nécessitant une intervention d'urgence. » Hélène s'assit, absorbant les données avec satisfaction professionnelle. C'étaient des chiffres qui validaient son approche, qui prouvaient que traiter les gens avec dignité et les impliquer activement dans leur propre processus de guérison n'était pas seulement éthiquement correct, mais aussi cliniquement efficace. « Les évaluations des patients ?» demanda-t-elle, faisant référence au nouveau système de feedback mis en place sous sa direction. Richard fit glisser un autre dossier vers elle. Majoritairement positive. Il y a des critiques, bien sûr. Certains regrettent la prévisibilité de l'ancien régime,
D'autres trouvent les séances de thérapie de groupe intimidantes. Mais dans l'ensemble, le niveau de satisfaction a significativement augmenté. Hélène feuilleta les rapports, ressentant une vague de fierté. En quelques mois, ils avaient réussi à transformer un hôpital psychiatrique traditionnel en un espace qui commençait à refléter véritablement leurs idéaux partagés. Mais tout n'était pas victoire. La résistance interne continuait, maintenant plus organisée et déterminée. Dr Moreau était devenu le porte-parole non officiel des professionnels mécontents et des rumeurs d'une lettre formelle de protestation au Conseil national de l'ordre des médecins circulaient dans les couloirs. En parlant de défis, commenta Richard comme s'il lisait dans ses pensées, nous avons reçu une invitation intéressante. Le Symposium national de santé mentale souhaite que nous présentions notre modèle de transformation institutionnelle. Apparemment, nos résultats préliminaires ont attiré l'attention. Hélène ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. C'est une opportunité incroyable, reconnut-elle, mais cela nous place aussi sous un examen public à un moment vulnérable. Nous affinons encore nos protocoles, documentons les résultats. Précisément pourquoi nous devrions accepter, argumenta Richard, ses yeux brillants avec cette intensité familière. C'est une chance de façonner le discours, de montrer que nos idées radicales produisent des résultats concrets. Avant qu'ils ne puissent poursuivre la discussion, ils furent interrompus par un coup urgent à la porte. C'était Thérèse, l'infirmière en chef, son visage habituellement calme tordu par l'inquiétude. « Docteur Dubois, docteur Lenoir, nous avons une situation dans l'aile ouest. C'est Lucas. Lucas Dupont, 24 ans, avait été l'un des premiers cas sous le nouveau protocole d'Hélène. Diagnostiqué avec une schizophrénie résistante au traitement, il avait subi de multiples hospitalisations sous des régimes lourds de médication, avec des résultats minimes. Hélène avait progressivement réduit ses antipsychotiques, complétant avec une thérapie cognitive intensive et un programme personnalisé de réintégration sociale. « A-t-il eu un autre épisode psychotique ?» demanda Hélène, se levant. « Déjà. »« Pas exactement, » répondit Thérèse. « Il est... Eh bien, c'est mieux que vous veniez voir. » Ils se dirigèrent rapidement vers l'aile ouest, où ils trouvèrent un petit attroupement réuni autour de la salle d'activité. Au centre, Lucas, grand, mince, avec des cheveux noirs ébouriffés, gesticulait avec animation devant un tableau blanc couvert d'équations mathématiques complexes. Et c'est pourquoi l'approche conventionnelle de la schizophrénie échoue fondamentalement, expliquait-il à un auditoire attentif de patients et de quelques professionnels. Elle traite les délires comme des erreurs à corriger, pas comme des tentatives de l'esprit d'intégrer des expériences perceptives, anormales. Hélène observa la scène avec étonnement. Le même patient qui, des mois auparavant, pouvait à peine maintenir une conversation cohérente, articulait maintenant des théories sophistiquées sur son propre état mental. « Il a commencé cela il y a environ 1 heure, chuchota Thérèse. Au début, j'ai pensé que c'était le début d'un épisode, mais il est parfaitement lucide, cohérent. Il explique sa propre condition d'une façon que je n'ai jamais vue auparavant. » Richard observait la scène avec une expression complexe, surprise, admiration et quelque chose d'autre, quelque chose comme de la reconnaissance. Lucas remarqua leur présence et fit une pause. « Docteur Dubois, je parlais justement de votre protocole. La réduction graduelle de l'olanzapine a permis à mon cerveau de recommencer à fonctionner sans le brouillard chimique. Mais la thérapie cognitive m'a donné les outils pour distinguer entre les perceptions réelles et les distorsions. C'est un équilibre délicat, mais ça fonctionne. » Hélène s'approcha prudemment, évaluant l'état mental de Lucas. Ses yeux étaient clairs, son discours organisé, sans signe des mouvements répétitifs qui accompagnaient habituellement ces épisodes antérieurs. « C'est fascinant, Lucas. Avez-vous documenté vos observations ? » « J'ai commencé un journal il y a 2 semaines, » répondit-il avec enthousiasme. « Je cartographie les corrélations entre les variables externes, sommeil, nutrition, interaction sociale, et les changements dans ma perception. Des modèles. C'est émergent, docteur Dubois. Des modèles qui pourraient aider d'autres personnes comme moi. » La session improvisée se poursuivit pendant 1 heure de plus, avec Lucas répondant aux questions d'autres patients et même de professionnels. Quand ils se dispersèrent finalement, Hélène, Richard et Lucas restèrent dans la salle pour une conversation plus privée. « Ce que vous expérimentez est extraordinaire, Lucas, » commenta Hélène. « Mais nous devons surveiller attentivement
pour nous assurer que vous n'êtes pas sous un stress excessif. Lucas acquiesça, son expression sérieuse. Je comprends parfaitement. Je suis conscient des risques. Mais je comprends aussi que mon expérience pourrait être précieuse pour votre travail ici. Comment cela? Demanda Richard, intrigué. Vous essayez de transformer cet endroit, répondit Lucas, regardant directement les deux. Le transformer d'une institution qui contient simplement la souffrance en une qui promeut véritablement la guérison. Et vous rencontrez de la résistance. Je pourrais aider, comme une étude de cas peut-être, un exemple de ce qui est possible quand les patients sont traités comme des participants actifs à leur propre rétablissement, pas simplement comme des réceptacles passifs de diagnostics et de médicaments. Hélène et Richard échangèrent des regards impressionnés. L'articulation précise de Lucas sur le projet qu'ils essayaient de mettre en œuvre était surprenante. « C'est une offre généreuse », répondit Hélène prudemment. « Mais ma préoccupation principale est votre bien-être, pas notre agenda institutionnel. Mon bien-être et votre agenda ne sont pas mutuellement exclusifs, » argumenta Lucas avec un léger sourire. Au contraire, ils sont profondément interconnectés. Plus de personnes comme moi pourront bénéficier de cette approche, mieux ce sera pour tous. La conversation avec Lucas marqua un tournant. Dans les jours qui suivirent, Hélène et Richard discutèrent longuement de la façon d'intégrer plus activement des patients comme lui dans le processus de transformation de l'Institut. Ainsi naquit le programme de plaidoyer du patient, une initiative pionnière où des patients en phase avancée de rétablissement participaient à des réunions cliniques, offrirent des retours sur les protocoles et aidaient même à la formation des nouveaux employés. Naturellement, la résistance s'intensifia. Dr Moreau envoya finalement sa lettre au Conseil national alléguant des pratiques expérimentales non approuvées et compromission des normes de sécurité. Une inspection surprise fut programmée, créant des vagues d'anxiété parmi le personnel. La veille de l'inspection, Hélène trouva Richard seul dans son bureau, bien après l'heure normale de travail. Il semblait étrangement abattu, contemplant la ville illuminée à travers la fenêtre. « Inquiet pour demain ?» demanda-t-elle, lui offrant une tasse de thé. « Pas de l'inspection en soi, » répondit-il, acceptant le thé. « Nos méthodes sont éthiques, nos résultats sont documentés, nos patients vont mieux que jamais. Nous sommes du bon côté de cette bataille. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» insista Hélène, s'asseyant à ses côtés. Richard hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je pense à Lucas, à sa transformation, à quel point il me rappelle, moi-même. » Hélène attendit, sentant qu'ils étaient sur le point d'entrer dans un territoire plus personnel qu'ils n'avaient exploré jusqu'alors. Mon propre effondrement, il y a des années, n'était pas très différent de ce qu'il décrit, continua. Richard, sa voix plus douce. Cette avalanche de pensées, ces connexions que personne d'autre ne semblait voir, ces intuitions qui semblaient te venir de nulle part. La différence est qu'il a la chance d'intégrer cette expérience, de la transformer en quelque chose de significatif et d'utile. Moi, j'ai été simplement réduit au silence. Le silence plana entre eux, chargé d'émotions non dites. « C'est pour cela que vous faites tout cela, n'est-ce pas ?» demanda Hélène doucement. « Ce n'est pas seulement une réforme institutionnelle abstraite, c'est profondément personnel pour vous. » Richard acquiesça, ses yeux rencontrant les siens. « Ça l'a toujours été. Et pour vous aussi, je soupçonne. » Hélène réfléchit à son propre parcours, les petits compromis qu'elle avait faits au fil des ans, les fois où elle avait eu ses objections pour travailler dans le système. Comment elle était arrivée dangereusement près de devenir exactement le type de professionnel que son jeune moi aurait méprisé. Oui, admit-elle finalement, pour moi aussi, c'est personnel. Chaque patient que nous parvenons à atteindre est une victoire non seulement pour eux, mais pour tous ceux en quoi nous croyons concernant la dignité humaine et le potentiel de guérison. À ce moment, quelque chose se cristallisa entre eux. Une compréhension plus profonde, une alliance renforcée non seulement par des objectifs professionnels partagés, mais par des valeurs personnelles fondamentales. Quoi qu'il arrive, avec l'inspection demain, dit Richard, sa détermination revenant, ce que nous avons construit ici est déjà réel. Ça a déjà touché des vies. Ça a déjà démontré qu'il existe une meilleure voie. Hélène sourit, sentant le même feu renouvelé. Et ce n'est que le début. L'inspection du lendemain ne serait que le premier des nombreux défis qu'ils affronteraient ensemble. Mais cette nuit-là, contemplant l'avenir côte à côte,
Hélène et Richard partageaient une certitude. La transformation qu'ils avaient initiée, tant à l'Institut Esprit Saint qu'en eux-mêmes, était irréversible. Le véritable travail de guérison, pour les patients et pour l'institution elle-même, était enfin en cours. Le matin de l'inspection se leva avec un ciel d'un bleu intense sur Paris, comme si la nature elle-même conspirait pour apporter de la clarté à un jour décisif. Hélène arriva à l'Institut 1 heure avant l'habituel, trouvant les couloirs déjà bouillonnants d'activité nerveuse. Les employés ajustaient des tableaux, organisaient des documents et répétaient des réponses à d'éventuelles questions. « Respirez profondément, tout le monde », conseilla Hélène au groupe d'infirmiers réunis à la station centrale. « Nous ne cachons rien. Au contraire, nous sommes fiers de ce que nous avons construit ici. C'est une opportunité de montrer qu'un motel est possible. » Ces paroles semblaient apaiser l'équipe, mais Hélène sentait son propre cœur accélérer. Non par peur de violations réglementaires, ils opéraient dans les paramètres légaux, même s'ils défiaient les conventions, mais par la conscience de ce qui était en jeu. L'Institut Esprit Saint était devenu un phare d'espoir pour les patients et les professionnels qui aspiraient à une approche plus humaine en santé mentale. Si l'inspection aboutissait à des restrictions, ce serait un recul non seulement pour eux, mais pour tout le mouvement de réforme qu'ils commençaient à inspirer. À 9 heures précises, la commission d'inspection arriva. 3 représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins, accompagnés d'un spécialiste en santé mentale du ministère de la Santé. Hélène et Richard les accueillirent dans le hall, où ils furent immédiatement confrontés au premier changement visible. Un grand panneau collaboratif où patients et personnel avaient peint ensemble une représentation symbolique du voyage vers le rétablissement. « Décoration intéressante », commenta le docteur Marie Vauclair, la présidente de la commission, une femme d'âge moyen à l'expression sévère et au regard analytique. « Mais nous sommes ici pour vérifier les protocoles cliniques, pas l'esthétique. » « En fait, docteur Vauclair, ce panneau fait partie de notre protocole thérapeutique, » répondit Hélène calmement. L'expression artistique collaborative s'est révélée extrêmement efficace pour promouvoir la connexion sociale et le traitement émotionnel, en particulier pour les patients ayant des antécédents d'isolement. Cette petite correction établit le ton pour le reste de la visite. À chaque question technique ou insinuation d'irrégularité, Hélène et Richard répondaient avec des données, des études de cas et des résultats documentés. Ils montrèrent comment la réduction soigneusement surveillée des médicaments avait diminué les effets secondaires sans augmenter les rechutes. Ils présentèrent des preuves de la façon dont l'inclusion des patients dans les décisions thérapeutiques améliorait significativement l'adhésion au traitement. Le moment le plus tendu survint lorsqu'ils visitèrent l'espace de convivialité, où Lucas coordonnait un groupe de discussion sur les expériences subjectives de psychose. En voyant les inspecteurs, il interrompit la séance et s'approcha avec assurance. « Vous devez être la commission d'inspection, dit-il, tendant la main. Lucas Dupont. Je suis ici depuis 8 mois, diagnostiqué avec une schizophrénie résistante. Ou du moins, c'était l'étiquette avant que le docteur Dubois m'aide à comprendre que mon esprit fonctionne différemment, pas de façon défectueuse. » Docteur Vauclair parut momentanément déconcerté par l'articulation claire et la posture confiante de Lucas. « Monsieur Dupont, il est inhabituel de voir des patients diriger des groupes thérapeutiques, » observa-t-elle, retrouvant sa contenance. « Plus inhabituel encore est de voir des patients traités comme des experts de leur propre expérience, » répondit Lucas avec un léger sourire. « Mais c'est précisément ce qui fait la différence ici. Sous l'Ancien Régime, j'étais simplement un ensemble de symptômes à supprimer. Maintenant, je suis un participant actif à mon propre rétablissement. » L'interaction avec Lucas sembla avoir un impact profond sur la commission. Le docteur Paul Renard, le spécialiste du ministère de la Santé en particulier, montra un intérêt croissant pour les innovations de l'Institut, posant des questions détaillées et prenant des notes extensives. Après 6 heures d'inspection minutieuse, la commission se réunit en privé pour délibérer, laissant Hélène et Richard dans leur bureau, attendant le verdict dans un silence chargé d'expectative. « Quel que soit le résultat, » dit finalement Richard, brisant le silence, « ce que nous avons construit ici est réel. Des vies ont été transformées. » Hélène acquiesça, trouvant du réconfort dans cette vérité indéniable. Les patients comme Madame Thérèse et Lucas,
qui avaient retrouvé autonomie et dignité. Les professionnels comme Thérèse qui avaient redécouvert le but de leur vocation. Les petites victoires quotidiennes qu'aucune commission ne pourrait effacer. Quand la porte s'ouvrit enfin, l'expression du docteur Vauclair restait illisible. « Docteur Dubois, docteur Lenoir », commença-t-elle formellement. Après une révision exhaustive de vos procédures et documentations, la commission est parvenue à une conclusion. Hélène sentit Richard se tendre à ses côtés. L'Institut Esprit Saint fonctionne conformément aux normes réglementaires essentielles de sécurité et d'éthique médicale, poursuivit Vauclair. Cependant, plusieurs de vos protocoles innovants manquent de précédents dans la littérature médicale établie, ce qui nous place dans une position délicate. Elle fit une pause, consultant ses notes. Par conséquent, notre recommandation est que l'Institut soit désigné comme un centre de recherche et d'innovation en santé mentale, avec l'obligation de documenter rigoureusement toutes vos méthodes et résultats, en soumettant des rapports trimestriels pour une révision continue. Hélène et Richard échangèrent des regards surpris. Ce n'était ni une condamnation, ni une approbation sans réserve, mais quelque chose d'étonnamment meilleur, une reconnaissance officielle du caractère innovant de leur travail. De plus, ajouta Dr Renard, faisant un pas en avant, le ministère de la Santé est particulièrement intéressé par votre programme de plaidoyer du patient. Nous aimerions explorer la possibilité d'un projet pilote pour mettre en œuvre des éléments de ce programme dans d'autres établissements publics. Quand la commission se retira finalement, elle laissa derrière elle non seulement un rapport favorable, mais une validation qu'Hélène et Richard n'avaient pas osé espérer. L'opportunité d'étendre leur influence au-delà des murs de l'Institut, de semer les graines de transformation dans le système plus large de santé mentale. Ce soir-là, l'Institut Esprit Saint vibrait d'une énergie renouvelée. La nouvelle de la désignation comme centre de recherche s'était répandue rapidement, élevant le moral de l'équipe et inspirant des discussions animées sur l'avenir. Hélène trouva Richard sur la terrasse du 5e étage, leur refuge, partagé pendant les moments les plus difficiles des derniers mois. « On dirait que nous avons réussi », dit-elle, le rejoignant pour observer le coucher de soleil sur la ville. « Nous avons obtenu une ouverture », corrigea Richard, son regard fixé sur l'horizon. « Le vrai travail ne fait que commencer. » Hélène sourit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. La transformation qu'ils avaient initiée n'était pas une destination, mais un voyage continu. Chaque patient représentait un nouveau défi, chaque résistance institutionnelle une opportunité d'affiner, chaque avancée une responsabilité de documenter et de partager. « Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire pour moi ?» réfléchit-elle. « Comment ce voyage nous a transformés aussi. Quand vous êtes apparu comme un prétendu patient dangereux, j'étais au bord de me conformer complètement au système que j'ai toujours remis en question. Et vous, j'étais consumé par l'amertume, compléta Richard, se tournant pour la regarder en face. Déterminé à exposer les failles du système, mais sans un plan constructif pour créer quelque chose de meilleur. Nous avions besoin l'un de l'autre pour trouver l'équilibre. La reconnaissance de cette vérité flotta entre eux comme une troisième présence, la compréhension que leurs histoires individuelles avaient convergé de manière presque miraculeuse, créant quelque chose de plus grand que ce que l'un d'eux aurait pu réaliser seul. 6 mois plus tard, l'Institut Esprit Saint était devenu un centre de pèlerinage pour les professionnels de la santé mentale de toute la France, et même des pays voisins. Ils venaient observer le modèle innovant qui intégrait la réduction consciente des médicaments, les thérapies expressives, la participation active des patients et une approche véritablement individualisée du traitement. Lucas, maintenant, officiellement employé comme coordinateur du plaidoyer du patient, conduisait souvent les visites, son histoire personnelle servant de témoignage vivant du potentiel de rétablissement lorsque les personnes sont traitées avec dignité et compréhension. Ce que beaucoup ne comprennent pas, expliquait-il à un groupe d'étudiants en psychiatrie, c'est que ce que nous appelons symptômes sont souvent des tentatives de l'esprit de communiquer quelque chose de significatif. Quand nous supprimons ces signaux avec une médication lourde sans explorer leur signification, nous perdons des opportunités cruciales de véritable guérison. Hélène, observant la session de loin, ressentit une vague de fierté.
Lucas était devenu non seulement un exemple de rétablissement, mais un éducateur éloquent, transformant sa propre expérience de souffrance en sagesse qui bénéficiait à d'autres. Le succès de l'Institut attira l'attention nationale, culminant avec une invitation pour qu'Hélène et Richard présentent leur modèle au Congrès international de psychiatrie à Genève. Leur présentation, Réimaginer les soins en santé mentale, l'expérience de l'Institut Esprit Saint, fut accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme, exactement le type de perturbation productive qu'ils avaient espéré provoquer. Certains argumenteront que notre modèle est risqué, conclut Hélène dans sa présentation. Et ils ont raison. Il y a des risques dans toute approche qui défie le statu quo. Mais le plus grand risque de tous est de continuer avec un système qui traite les patients comme des objets d'intervention, non comme des sujets de leur propre rétablissement. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, signalant que leur message avait trouvé un terrain fertile, du moins parmi un segment significatif de la communauté professionnelle. De retour en France, inspirés par l'intérêt international, Hélène et Richard s'embarquèrent dans leur projet le plus ambitieux jusqu'alors, un programme de formation pour les professionnels d'autres institutions partageant non seulement des techniques spécifiques, mais toute une philosophie de soins centrée sur la personne. Ce que nous construisons ici, expliqua Richard durant la session inaugurale du programme, n'est pas seulement un nouveau modèle de traitement, mais un nouveau paradigme de compréhension de la santé mentale, un qui reconnaît la complexité de l'expérience humaine et honore la capacité de chaque personne à trouver du sens dans sa souffrance. En un an, l'Institut Esprit Saint s'était transformé d'une clinique conventionnelle en un épicentre d'innovation et d'espoir. Des patients qui avaient été considérés comme des cas perdus s'épanouissaient sous les nouveaux protocoles. Des professionnels qui étaient au bord de l'épuisement redécouvraient leur but. Et Hélène et Richard, autrefois séparés par les circonstances et des choix divergents, avaient forgé un partenariat qui transcendait les étiquettes professionnelles. Par un après-midi tranquille, Hélène trouva Richard dans son bureau, contemplant une invitation récente de l'Université de Paris pour établir un programme de recherche collaboratif. « Pouvez-vous croire où nous en sommes maintenant ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Comparé à là où nous avons commencé ?» Richard sourit, ce sourire qui était devenu plus fréquent ces derniers mois, un qui atteignait ses yeux et adoucissait les lignes de préoccupation sur son visage. « En fait, oui, » répondit-il, « parce que j'ai toujours su que c'était possible. J'avais juste besoin de trouver les bonnes personnes pour le rendre réel. » Il fit une pause significative. « Des personnes comme vous. » Hélène sentit le poids de cette reconnaissance, pas seulement l'éloge personnel, mais la confirmation que le voyage qu'ils avaient à partager n'était pas une coïncidence, mais une convergence nécessaire de visions complémentaires. « Savez-vous ce qui me donne le plus d'espoir ?» réfléchit-elle. « Ce ne sont pas seulement les changements que nous avons faits ici, mais les graines que nous plantons ailleurs. Chaque professionnel que nous formons, chaque article que nous publions, chaque conférence où nous parlons, ce sont tous des points de lumière qui peuvent se propager. » Une révolution silencieuse, convint Richard. Exactement. Une qui ne démolit pas les murs avec violence, mais les dissout avec compréhension. Tandis qu'ils conversaient, le soleil de l'après-midi parisien filtrait à travers les fenêtres, baignant le bureau dans une lumière dorée qui semblait symboliser la nouvelle aube qu'ils avaient aidé à créer. Pas seulement pour l'Institut Esprit Saint, mais pour toute une approche de soins en santé mentale. Là-bas, dans les couloirs et les salles de thérapie, dans les espaces de convivialité et les jardins thérapeutiques, des personnes continuaient leur voyage de guérison, non comme des patients passifs, mais comme des participants actifs à leur propre histoire. Et dans les salles de classe improvisées et les groupes de discussion, des professionnels de tout le pays absorbaient non seulement des techniques, mais une vision fondamentalement nouvelle de ce que signifiait promouvoir la santé mentale. La transformation qui avait commencé par une rencontre inhabituelle entre une psychologue dévouée et un prétendu patient dangereux s'était étendue bien au-delà d'eux, créant des vagues de changements qui continueraient à se propager longtemps après que leur propre parcours professionnel se serait terminé. Et ainsi, tandis que la journée touchait à sa fin et qu'une nouvelle nuit commençait, Hélène
et Richard restaient côte à côte, contemplant non seulement ce qu'ils avaient accompli, mais l'horizon des possibilités qui s'étendait devant